Ah, vous m'aviez dit que vous préfériez être debout, mais alors vraiment, je vous offre ma chaise. Debout, c'est parfait. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous pratiquez encore la médecine? Non, ça fait très longtemps. Je dis toujours que je suis médecin de formation, mais non, je n'ai jamais prétendu pratiquer la médecine et je tiens vraiment à le préciser. Bon, néanmoins, le fait d'avoir une formation de médecin m'a déjà permis de connaître le vocabulaire et donc de comprendre ce qui se disait. Non, et puis j'ai toujours gardé un intérêt, mais non, je ne pratique plus, donc je suis parlementaire, enfin, jusqu'à la fin du mois. Vous travailliez avant sur le cancer, vous êtes un grand témoin de la politique de santé en France. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la santé aujourd'hui en France? Alors, l'état du système de santé, ça a été dit, même si je partage ce que dit Lamine, il faut regarder avec optimisme, parce que si on se dit que tout est fichu, c'est désespérant, et ce n'est pas en donnant une image très mauvaise du système qu'on va en plus faire venir et des professionnels et rassurer les Français. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, manifestement, voire même qui s'est brisé ou qui n'est plus dans le système de santé. Il y a une perte de confiance. Moi, je crois beaucoup au retour de la confiance et que l'État, notamment, la puissance publique, fasse confiance à tous les acteurs. On a tendance à toujours décider de façon très verticale, à vouloir que ce soit partout la même chose, alors qu'en fait, il suffit de faire confiance aux acteurs du soin, de faire confiance au territoire. Chaque territoire est très différent, avec des besoins de santé différents, avec des professionnels de santé différents, avec une place du public, une place du privé différente. Et si on partait déjà de cette confiance envers les acteurs de terrain, en mettant en place des outils, mais sans les imposer. C'est pour ça que par rapport à la loi Valletoux, moi je suis très dubitative sur cette histoire de CPTS obligatoire, sauf par un mail, on peut s'en libérer. Je pense que ça ne servira à rien, et je pense que... D'ailleurs, il l'a déjà un peu anticipé, parce qu'il a dit que c'était pas sûr que ça reste dans son texte, donc... Au Sénat, moi, je ne piloterai pas, je n'aurai pas le plaisir de piloter ce texte, je laisse le bébé à mon successeur. Mais je pense qu'il faut revenir à la confiance. De même qu'il faut, et c'est ça où ça va être le plus difficile, je pense, il faut, après avoir fait la commission d'enquête sur la crise de l'hôpital dont j'étais rapporteur, c'est comment on retrouve et on redonne aux professionnels de santé, paramédicaux, médicaux, mais aussi à l'administration, parce que la souffrance, elle est aussi chez les directeurs parfois. Comment on leur redonne du sens? Comment on fait un peu cette formule qui était celle que je cite parfois du docteur Porte au sortir de la guerre? La médecine, c'est une confiance qui rejoint librement une conscience. Et ça s'est délité au fil du temps par l'empilement de mesures, peut-être aussi par une technicité plus forte de ce qu'elle était au sortir de la guerre, bien évidemment. Mais comment on réenchante cette relation? Je n'ai pas la solution là. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire pour les politiques, pour arriver à cela. Et ça passe peut-être justement par toutes les démarches de qualité de prise en charge qui vont redonner dans la perte des moyens humains. Il y a certes le côté financier, mais il y a aussi les conditions de travail, il y a aussi toutes les suggestions, comment est pris en compte, comment... On voit des patients, les soignants sont en souffrance parce qu'ils courent tout le temps. Ils n'ont jamais le temps de se poser auprès du patient et c'est très démoralisant. On aura une table ronde d'ailleurs à ce sujet. Oui. Pour revenir sur les propos de Yannick Neuder, est-ce que vous croyez qu'il y a des marges de manœuvre financières? Il va falloir les trouver de toute façon. On n'a pas le choix parce que on voit à la fois un coût important de la santé, on voit comment, par exemple, pour les établissements, l'inflation, le coût de l'énergie, comment réduire les marges de manœuvre sur le reste. Alors, il y a eu une revalorisation des salaires, il y a eu les mesures du Ségur. Moi, j'avais dit dès le départ à Olivier Véran, les mesures du Ségur, c'est bien, sauf qu'ils ont passé leur temps à faire des oubliés du Ségur. Donc, ça génère encore plus de colère. Mais c'est vrai, en fait. Ça a géné des frustrations et une mesure qui aurait dû être positive
tout le monde râlait dans tous les sens. Enfin, je sais pas, nous on passait notre temps à être sollicités. Après, il y a eu des problèmes entre le public et le privé, entre le privé lucratif, non lucratif, les CLCC, tout ça. Donc, oui, les marges de manœuvre, on voit bien. Et je pense que même actuellement, les revalorisations qui existent font que on remet du personnel au lit du malade, ce qui est bien, mais de fait, l'activité n'est pas tellement augmentée. Et du fait de la T2A, les recettes des établissements n'augmentent pas forcément. Donc il va falloir. Donc il y a tout ça qui a un coût. On voit aussi des domaines qui sont, moi je le vois en cancérologie, il y a beaucoup de domaines de soins de support, tout ça qui sont très mal pris en charge. Alors où sont les marges de manœuvre? Bon, Yannick les a un peu évoquées. Il y a celle de, en effet, on peut chercher les fraudes, on peut améliorer les doublons. Si déjà chacun avait un espace santé numérique, mais on en est au balbutiement, on vient de faire au Sénat une mission sur les données de santé. On a vu que ça démarrait mal, donc il y a beaucoup de doublons d'examens. Moi, je pense qu'une des marges de manœuvre, mais elle n'est pas à court terme, et c'est ça qui est compliqué, c'est quand même la prévention. La prévention va générer à terme des économies, manifestement. Mais elles ne vont pas arriver tout de suite. Et comme on est sur des budgets pluriannuels, il va falloir à un moment s'interroger, en effet, sur le financement. Qui finance quoi ? On voit que l'assurance maladie, par exemple, nous on s'est toujours battu au Sénat, ma commission, sur le financement, par exemple, de l'immobilier hospitalier par l'assurance maladie. Ça, je sais pas, ça n'a aucun sens. On finance Santé publique France, certes, mais les agences, c'est quand même des agences d'État. Et c'est au budget de l'État à prendre ça. Donc il y aurait des marges de manœuvre de ce côté-là. Vous me direz, c'est toujours le même qui paie, que ce soit l'État ou l'assurance maladie. Mais le financement n'est pas le même. Et puis après, il faut s'interroger en effet sur la place des organismes complémentaires. Qui paie quoi? La place du reste à charge, qui est un sujet un peu tabou, mais la place du reste à charge. Donc ça doit être fait assez vite, et c'est l'intérêt d'une loi de programmation. Je partage ce qu'ont dit Jean-Carl et Yannick. En effet, on est dans ce PLFSS qui revient chaque année. On a l'impression qu'ils suivent et qu'ils se ressemblent toujours. Et c'est épuisant parce que, d'abord, nous, au Sénat, on les reçoit très tardivement. On reçoit ce qui nous vient de l'Assemblée. Puis nos marges de manœuvre, elles sont très limitées, puisqu'on ne peut pas augmenter les dépenses. Donc l'article 40 nous bloque tout. On ne peut pas toucher à l'ONDAM sauf à le valider ou le refuser. Donc, ce PLFSS, il a des mérites parce qu'il met parfois en place des mesures à condition que les décrets soient pris. Parce que sur la loi Rist, en plus qui a été un chiffon rouge en pleine négociation conventionnelle, sur la loi Rist, on nous a fait mettre une loi alors que les décrets d'application de ce qu'on avait voté au PLFSS l'année précédente sur, en effet, des accès directs pour certaines professions n'étaient même pas pris. Donc moi, je suis optimiste parce que c'était ma nature, mais je pense qu'il faut, dans ma dernière intervention au Sénat, j'ai dit à François Braun, début juillet, je lui ai dit, mais allez-vous un jour réussir à secouer le cocotier? Secouer le cocotier de la direction de la santé, de Bercy, de faire en sorte que ce soit quand même le politique qui décide et que la réponse ne soit pas toujours non, c'est compliqué et ce n'est pas possible. Bon, il a dû le secouer trop fort parce que 2 jours après, il n'était plus ministre. Oh non, je plaisante. Ça ne le ferait pas rire du tout d'ailleurs, mais c'est ça quand même. Il faut à un moment arriver à avoir quelle vision on a, quels moyens on se donne. C'est toujours pour l'administration plus facile de faire compliqué que de faire simple. Ça, c'est sûr. On demande de la simplification. Et on demande de la simplification. J'ai une question qu'on nous pose dans le public. Pourquoi ce refus d'investir dans l'industrie de la santé? Je pense que ça a été il n'y a pas que dans l'industrie de la santé d'ailleurs. Ça a été un peu une politique globale. On a vu en effet se déliter l'industrie française parce qu'on disait les autres vont faire et nous on fera des services, on fera des choses comme ça. On le paie globalement et c'est pas le gouvernement actuel qui en est responsable. Je pense que moi qui ai pas mal travaillé sur l'accès aux médicaments innovants depuis 2018, il y a des discours qui sont assez fermes à chaque comité stratégique des industriels de santé.
soit le Premier ministre, soit le président a toujours, vous allez voir ce que vous allez voir, on va retrouver la place qui était celle de la France dans la recherche, dans l'innovation. Et puis arrive derrière un PLFSS, ça a été le cas l'an passé, qui va à l'encontre de ce qui avait été dit. Et heureusement qu'il a été corrigé à l'Assemblée nationale, parce que les industriels se sont bougés, mais je crois qu'il y a derrière chaque décision prise l'idée de on va attendre un peu parce que ça va coûter cher. Ça, j'en suis intimement persuadée. Ça a été le cas, par exemple, un exemple assez simple, la vaccination du HPV chez les enfants, chez les adolescents, depuis le temps qu'on le demandait. Depuis le temps qu'on le demandait. Et à chaque fois, on disait, ah oui, mais il y a des études, il y a ci, il y a ça. Ça a été la même chose sur le dépistage du cancer du poumon. Oui, mais on va attendre l'étude machin, l'étude truc. Moi, je suis persuadée que derrière, la vraie raison, c'était on va attendre un peu comme ça, on aura un budget un peu plus facile à boucler. Je crois que c'est ça. Mais bien évidemment qu'il faut... Le problème, c'est qu'on oppose toujours, on cloisonne. Moi, quand je défends l'innovation, on me dit, ah, mais vous êtes à la botte des laboratoires pharmaceutiques. Non, je ne suis pas à la botte des laboratoires pharmaceutiques. L'objectif de l'innovation, c'est le patient. Derrière chaque décision qui est prise par les politiques, par les soignants, par tout le monde, c'est qu'est-ce qui va être le mieux pour les patients. Moi, je veux que les patients français, quand il y a une innovation, même si tout n'est pas innovant, il faut que ce soit contrôlé, bien évidemment, ils aient les mêmes chances d'accéder à l'innovation. On a des études lancées par des centres de recherche français dont l'essai clinique est fait partout ailleurs en Europe. Et quand il peut arriver en France et quand ils ont passé toutes les barrières des procédures, même si ça s'est amélioré, eh ben, il est trop tard, l'essai est terminé. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable humainement. Donc, le but, c'est le patient. Et il faut faire en sorte, en effet, alors les industriels, il faut bien sûr contrôler, on doit tout contrôler parce que c'est de l'argent public, mais là encore qu'on arrête de mettre des procédures qui durent, qui sont interminables, avec des évaluations qui sont faites par des gens qui ne connaissent pas le sujet en plus parfois, alors compliqué. Je voulais juste rester sur le patient. J'ai une question pour Madame la sénatrice, parce que je vous sens d'humeur taquine. C'est vrai qu'en 30 ans ou 40 ans, vous en avez connu des ministres de la Santé. Oui, enfin oui. Puis il passe. Ça fait pas 40 ans que j'étais sénatrice. Ça il fait passe. ans. Mais par contre, dans la salle, nous avons deux présidents de syndicats médicaux, Jérôme Marty et Sophie Bauer, le SML et l'UFML, et ils dénoncent un profond malaise de la profession, un profond malaise. Et ce malaise se traduit par l'annonce d'un mouvement de grève le 13 octobre. Quand on en arrive à une telle extrémité pour des médecins, parce que vous êtes nés pour soigner et nous prendre en charge. Quand on arrive à une telle extrémité, on se dit qu'il y a un profond malaise. Que pourriez-vous leur dire ? Et je reposerai la question au ministre cet après-midi. Moi, je crois que ce malaise des médecins par rapport au mouvement de grève, je l'ai ressenti dès janvier avec la loi Rist. Et à l'époque, je l'avais dit à François Braun, je lui avais dit, et je pense qu'il sous-estimait le malaise, en disant... alors, le terme est peut-être fort et je pense qu'il ne le pensait pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus profond respect d'ailleurs, mais il y a une forme de chantage, quoi. On est en pleine négociation et c'est le bras de fer et c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on voit des jeunes qui veulent se déconventionner, quand on voit des jeunes qui veulent poser leur plaque, moi j'ai fait une réunion avec le conseil de l'ordre de mon département en janvier, ils sont désespérés. Ils sont désespérés parce qu'ils ne voient plus l'avenir du rôle du médecin, et notamment du médecin généraliste. Alors certes, moi je suis pour qu'en effet il y ait un partage. D'ailleurs, ce mythe du médecin isolé, il n'a jamais existé. Le médecin, il a toujours travaillé avec son infirmière, avec son pharmacien, même s'il était tout seul. Donc maintenant, c'est vrai qu'ils veulent travailler en pluripro, ils veulent être plusieurs, ce que j'entends, et je trouve ça bien. Mais les médecins qui sont en place, en fait, pourquoi ils sont désespérés aussi ? Parce que ce sont eux qui sont en place. Ils ne sont pas responsables de la pénurie des médecins. Ils ne sont pas responsables des difficultés qu'ils rencontrent. Mais en même temps, ils sont les boucs émissaires. Et c'est eux qui s'en prennent plein la tête. Ils s'en prennent plein la tête parce qu'on veut leur faire ci, parce que les autres professions s'engouffrent un peu dans la brèche en disant « mais nous, on peut faire des choses ». C'est vrai qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire. Mais moi, je le dis toujours, c'est quand même le médecin qui pose le diagnostic, qui pose le traitement. Et cette perte de vision d'avenir pour leur profession, en dehors des contraintes qui sont celles d'un désir de vie familiale
différent d'avant, qui fait qu'en effet, le médecin François Cluzet, dans Médecins de famille, ça n'existe plus. Moi, je le dis toujours au maire de mon département, arrêtez de rêver ça, vous ne l'aurez plus. Mais en même temps, ils se disent, mais quel est notre avenir, nous? Et là, par exemple, sur la permanence des soins, moi, je partage un peu, en effet, qu'il faut travailler sur la permanence des soins. Il ne faut pas oublier que la permanence des soins, elle est quand même plutôt assurée. Elle est assurée peut-être dans 70% des cas, mais d'abord, les gens ont le réflexe d'aller tout de suite aux urgences sans se préoccuper s'il y a des permanences des soins sur leur territoire. Hein. Il y a des maisons médicales de garde, il y a des tas de systèmes qui fonctionnent. Il faut éduquer le public aussi. Oui, elle est assurée, mais elle n'est pas assurée par tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais elle est assurée. Donc les médecins, hormis le côté peut-être négociation conventionnelle, mais qui a de l'importance, mais qui est une partie du désespoir, je pense que c'est où est-ce qu'on va et quelle sera notre place, quel est notre rôle. Et ça, c'est pareil, il faut leur redonner confiance et donner des gages, parce que ces menaces sur la négociation, sur, je sais pas... c'est pas entendable, mais je crois que le gouvernement, je sais pas, vous poserez la question au ministre, comment il voit les choses. Moi, je l'avais dit, ne sous-estimez pas ce désespoir qu'il y a chez les soignants, et chez les médecins en particulier. Alors, sur la loi Rist, nous l'avons soutenue parce que cette dérive qu'il y avait avec les mercenaires, sur des gardes à 2000, 3000 euros, voilà, nous on l'a soutenue, mais là aussi, dichotomie de traitement, on n'a pas été associés. C'est-à-dire que c'était applicable pour le public, mais pas pour le privé. Donc nous, on a fait croire que c'était aussi applicable pour qu'on puisse limiter, limiter, je dirais, cette dérive. Et c'est vrai que beaucoup de monde l'a cru, mais en fait, on était exclus. Donc ce qui est dommage, parce que ça freine un petit peu quand même. Voilà, non, mais la loi Rist 1, elle a eu des avantages. D'abord, elle a assoupli la gouvernance de l'hôpital avec la non-obligation des pôles qui était issue de la loi Bachelot. Ça, c'est plutôt bien, mais c'est pareil. Début d'année, le président de la République dit on va regarder, travailler sur la gouvernance. Je veux dire, mais il y a une loi qui a 1 an, il y a un rapport de Clarisse, professeur Clarisse, qui a 3 ans. D'abord, ça va accoucher d'une souris. Hein. Moi, j'ai vu l'ébauche de ce que ça allait être. Ouais, on va. On a été auditionnés. D'abord, on n'a pas trop compris pourquoi, parce que c'est la gouvernance de l'hôpital public. Oui, de l'hôpital public. Et là, on a été auditionnés à la fédération avec effectivement le professeur Clarisse. Et une des conclusions, c'était de mettre un tandem. Ben oui, le tandem. Un directeur administratif et un médecin. Alors, moi, je croyais que ça existait. Puis un tandem, on dit toujours, je l'avais dit d'ailleurs en audition, d'un tandem, il y en a un qui pédale et l'autre qui suit derrière. Alors, qui va pédaler? Le terme tandem n'est pas bien adopté, je trouve. Bon, j'ai une question dans la salle que j'aimerais qu'on vous pose. Si le patient partenaire était lien et levier dans ce système? Ah, bien évidemment, le patient. Quand j'évoquais cette relation de confiance et de conscience, pourquoi? C'est parce que le patient, on doit l'entendre. Là, c'est quand même quelque chose qui a changé par rapport à il y a des années où le médecin était tout-puissant, décidait... Alors, il ne faut pas qu'on en arrive à ce que ce soit le patient qui fasse l'ordonnance, mais en même temps, il faut rééquilibrer ça. On le voit dans les associations de patients. Par exemple, en cancérologie, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé dans ma commission au groupe cancer avec les associations de patients. Ce sont eux qui soient là. Et bien évidemment que la démocratie sanitaire, elle a toute sa place. Mais si on est à l'échelle d'un territoire, quel qu'il soit, à faire venir tous les acteurs, les patients auront leur place, bien évidemment. Et la notion de patient expert, elle est importante parce que pour être association de patients, il faut aussi avoir une forme de formation à être expert. C'est pas simplement raconter ce qu'on vit au quotidien, même si c'est important. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Mais je pense qu'il faut pas nous mettre des structures trop lourdes. Il faut laisser les choses se faire, puis quelqu'un qui contrôle. L'ARS, moi je partage ce qu'a dit Lamine, moi j'ai jamais, contrairement à certains parlementaires voués aux gémonies, l'ARS, les ARS elles sont là. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon directeur d'ARS, c'est comme un bon préfet. Si vous avez un bon préfet, tout va bien, mais si on a un bon directeur d'ARS, ça se passe bien. Quand on a les deux sur le même territoire, alors c'est bonheur. C'est le rêve. Pour revenir sur le financement, est-ce qu'on devrait intégrer un critère de qualité? Ah oui, moi ça, lorsqu'on a fait le rapport, il y avait la tarification de l'activité avec en effet ses limites d'abord de critères quand même qui sont
exagérément nombreux par rapport à d'autres pays. On peut simplifier ça. Ça ne s'adapte pas à des pathologies polypathologies telles qu'il y a maintenant dans les hôpitaux. Donc ça, on doit le voir. Il y a le critère populationnel, en effet. Mais le critère à la qualité, j'y crois beaucoup. À condition que les critères de qualité, là encore, ce ne soient pas des usines à gaz. Si on arrive à faire des bons critères de qualité, c'est important parce qu'un établissement aussi juge sur sa qualité. Et je crois que c'est un vrai retour sur investissement. L'autre jour, on a fait un colloque au Sénat sur justement un peu la confiance. Et quelqu'un responsable d'une maternité me disait l'accompagnement de la femme au moment de l'accouchement, dans des conditions sociales, psychologiques qui sont parfois difficiles, a un impact considérable sur le postpartum. Et il y a eu des études qui ont montré, par exemple, que des troubles psychologiques des adolescents ou même de suicide des adolescents étaient très souvent liés à des dépressions du postpartum. Ça, je ne savais pas. Et eux militent pour que, justement, il y ait ces critères qualité de prise en charge avec un coût. Ils annonçaient un coût très modique. Et c'est de la prévention qui réduira les coûts. Et c'est de la prévention. Après. La difficulté de la prévention, c'est que le retour sur investissement se fait plus tardivement. Et c'est les difficultés qu'on a avec ces PLFSS. Donc l'État dit, bah oui, mais on ne voit pas toujours le bénéfice. Oui, mais le bénéfice, on le voit à long terme. Un dernier mot, je voudrais votre regard sur les institutions vis-à-vis de la santé en général. Qu'est-ce qu'on met derrière institution je pense que chacun est dans son rôle et fait son travail avec je pense, une honnêteté intellectuelle, avec aussi les moyens que l'on lui donne pour l'exercer. C'est quand même le plus gros budget, celui de la sécurité sociale. Donc, il faut qu'on le contrôle. Mais si on pouvait tout un peu décloisonner, faire que les gens se parlent, que dans les directions, il y en a certaines. Alors on nous annonçait une réforme des directions de la santé, tout ça, on va voir ce que ça donne. Mais globalement, ils font leur travail, mais il faut qu'ils le fassent en ayant l'esprit plus souple, en faisant confiance. Et en surtout, n'hésitant pas à lever des tabous. Il y a parfois des sujets qui sont totalement tabous, qu'on essaie de pousser. Par exemple ? Est-ce que j'ai un exemple à tête où à chaque fois on nous disait non, ça c'est pas possible, non, vous n'y pensez pas. Puis au fil du temps, ça réussit à venir. J'ai pas l'idée en tête parce qu'il y en a tellement, mais je pense qu'il faut que le politique, au niveau de la santé, s'impose par rapport à l'administratif, aux fonctionnaires. S'il ne le fait pas, les ministres passent, la fonction publique, la haute administration reste et ça ne bouge pas beaucoup. Ce n'est pas forcément un médecin d'ailleurs qui le fait le mieux. Ça peut être un ministre qui ne soit pas forcément médecin, mais il faut qu'il sache s'imposer, mais à condition que lui-même ait une vision claire et qu'au-dessus, en Premier ministre et le président de la République ait aussi une vision claire sur ce qu'il veut faire. Et s'impose sur le plan administratif. Merci beaucoup, Catherine Deroche. Lamine, est-ce que tu veux ajouter un mot ? Oui, un petit mot. On a voulu partager avec vous, je dirais, la difficulté de ce que nous vivons à la Fédération avec le monde politique. Parce qu'il y a eu beaucoup de perspectives, beaucoup d'idées, et on s'aperçoit que c'est complexe. Donc, vous pourrez penser à nous lorsqu'on a des rencontres avec nos élus, de tous bords bien sûr, à l'Assemblée, au Sénat, et la difficulté que nous avons pour faire avancer nos dossiers.